Dans cet épisode, nous allons revenir sur le théorème que nous avions annoncé la dernière fois, c'est-à-dire que Z sur PZ est premier est un corps si et seulement si P est premier. Alors, d'abord nous allons démontrer donc ce théorème-ci. Si A, on va prendre A et B de nombres, et A est inversible modulo B, si et seulement si A et B sont premiers entre eux. Alors, nous avons tout fait, en fait, tout l'épisode de la dernière fois, c'était pour démontrer ce théorème-là, en partie. Alors, la preuve est assez facile maintenant qu'on a l'identité de Bézout, c'est elle qui fait tout le travail. Alors, par identité de Bézout, si A et B sont des nombres premiers entre eux, il existe U et V tel que UA plus VB, c'est le PGCD de A et B, c'est-à-dire ici 1, puisqu'ils sont premiers entre eux. Donc maintenant, ça veut dire que UA, le nombre UA, un multiple de B près, c'est UA plus VB, donc UA est congru à UA plus VB modulo B, mais UA plus VB c'est 1, donc UA est congru à 1 modulo B. Ça veut dire que A est inversible modulo B. Il existe un entier U, tel que U fois A, c'est la même chose que 1 au multiple de B près. Donc on a montré que A est inversible modulo B. Réciproquement, maintenant si A est inversible modulo B, alors UA est congru à 1 modulo B, donc il existe un entier U tel que U fois A, c'est congru à 1 modulo B, et ça veut dire qu'à un multiple de B près, UA c'est 1. Donc il existe un entier V tel que UA moins 1, c'est un VB, c'est un multiple de B. Maintenant, en réécrivant ça, on obtient UA plus moins VB égale 1. Le moins n'est pas important. On peut changer le signe si on veut, c'est pas un problème, V doit juste être un entier. Donc ici on obtient une identité où UA plus VB ou moins VB est égal à 1, donc une combinaison linéaire des deux. Mais une combinaison linéaire de A et de B, c'est nécessairement un multiple du PGCD. Parce que le PGCD divise à la fois A et B. Donc il va diviser le tout, donc le PGCD doit diviser 1. Et PGCD divise 1, ça veut dire égal 1. Parce que c'est le seul diviseur de 1, c'est 1. Donc ça veut dire que A et B sont premiers entre eux. Voilà ce théorème démontré, et on en tire le théorème annoncé la dernière fois, c'est que Z sur NZ est un corps si et seulement si N est premier. Alors ce qu'on note pour un nombre premier P, on note cet objet FP, F pour field, et c'est un corps fini. Donc c'est un corps comme Q ou R ou C, mais à la différence de Q, R et C, c'est un corps qui n'a qu'un nombre fini d'éléments, qui est tout petit. C'est ce qu'on appelle, c'est un corps de caractéristique P, il y en a d'autres, il n'est pas le seul à être de caractéristique P. Caractéristique, si vous voulez, c'est P, c'est le nombre le nombre qui doit être nul dans ce corps. En appliquant dans un corps fini, si on ajoute 1 à la suite, si on ajoute 1 plus 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 1, on finit par tomber sur 0, on n'a pas le choix. Donc, parce que 1 est générateur donc, de la partie additive. La question c'est combien de fois faut-il ajouter 1 pour trouver 0, et on appelle ça la caractéristique. Donc FP est un corps de caractéristique P, mais ce n'est pas le seul, mais c'est le plus petit d'entre eux. Les autres corps sont un peu plus difficiles à construire. C'est pas exactement ce qu'on croit, mais c'est pas un problème. Alors, maintenant, une propriété, on va continuer dans les applications du PGCD et de Bézout. Une propriété qui a l'air de rien comme ça, mais qui est extrêmement, je veux dire, qui va avoir des grandes conséquences, c'est celle-ci. C'est que si on prend ABC des entiers, CA et CB, leur PGCD, c'est C fois le PGCD de A et de B. Alors ça paraît tout à fait raisonnable comme propriété, il faut juste la démontrer, assez facile. En fait, le PGCD de CA et CB, l'ensemble des multiples de ceci, par Bézout, c'est CA fois Z plus CB fois Z. Donc c'est toutes les combinaisons linéaires de CA et de CB. Tous les multiples du PGCD de CA et de CB, c'est toutes les combinaisons linéaires possibles de CA et CB. Et maintenant, on peut mettre C en évidence, donc c'est C fois toutes les combinaisons linéaires possibles de A et de B. Mais ça, par les propriétés du PGCD, par Bézout, c'est tous les multiples du PGCD de AB.
Donc ça veut dire que c'est C fois le PGCD de AB, tous les multiples de ça. Donc ça veut dire que ces deux, le membre de gauche et le membre de droite, ont les mêmes ensembles de multiples, et ça veut dire qu'au signe près, ils sont égaux, et là ils doivent être tous les deux positifs, donc ils sont égaux tout court. Cette idée de travailler avec ces ensembles-là, on va revenir dans un instant dessus. Alors, une conséquence de ça, c'est le lemme de Gauss. Et le lemme de Gauss, qui a l'air de rien comme ça, c'est en fait la pierre angulaire de toute l'arithmétique. C'est à partir de lui qu'on arrive à construire tout le reste. Si A et B sont premiers entre eux, et si A divise BC, alors nécessairement A doit diviser C. C'est une propriété extrêmement importante, et vraiment elle a l'air de rien, elle a l'air intuitive, mais elle ne l'est pas. On va voir tout de suite. Alors maintenant, le PGCD de AC et de BC, par ce qui précède, on sait que c'est le PGCD de AB fois C, donc c'est C, puisque A et B sont premiers entre eux. Donc ça veut dire que maintenant, A doit diviser BC, mais donc A divise AC et BC, donc A doit diviser ceci. Et donc A doit diviser C. Voilà le lemme de Gauss, c'est rien du tout, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment, on va voir tout de suite dans ses conséquences, quelque chose d'extrêmement important. Il est extrêmement facile à démontrer, mais c'est vraiment dur. Alors un corollaire, on va voir tout de suite. Un corollaire, le lemme d'Euclide. Le lemme d'Euclide dit la chose suivante: si P est un nombre premier qui divise A fois B, alors il divise A ou B. Donc cette propriété des nombres premiers, certains peuvent la prendre comme définition. Et quand on parle d'idéaux premiers, quand on donc généralise la notion de premier, oui, c'est ça qu'on prend comme définition des idéaux premiers. Mais pour les nombres premiers, on a vu la définition, ce sont des nombres qui n'ont que 1 et eux-mêmes comme diviseurs et qui ne sont pas 1. Et les nombres premiers, donc si on a vraiment besoin de la propriété précédente pour démontrer ça. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça? Pour le corollaire suivant, qui est vraiment la chose importante. Tout entier positif non nul est un produit de nombres premiers unique à l'ordre près. Alors c'est le produit qui est unique, il y a un seul produit possible, à l'ordre près, c'est-à-dire on peut réarranger les termes entre eux, puisque 2 fois 3 c'est 3 fois 2, on ne va pas imposer un ordre. Donc tout produit, tout nombre entier est un produit unique de nombres premiers à l'ordre près. Et ça, c'est pour démontrer ça, on sent tout de suite par exemple une récurrence là-dedans, c'est ce qui va arriver. Pour démontrer ça, on a besoin du corollaire, du lemme d'Euclide. Et pour démontrer le lemme d'Euclide, on a besoin du lemme de Gauss. Sans ça, on n'a pas. Et on peut essayer, si on passe pas par ce chemin, c'est horriblement dur d'essayer de démontrer cette chose-là. Si on part de la base, de la base de tout en bas et qu'on essaye de construire l'arithmétique, tout ce qu'on peut faire avant, tout ce qui précède marche, on arrive au PGCD, on arrive à Bézout, on arrive aux théorèmes qui sont à côté, mais vraiment, sans passer par ce petit chemin-là, qui a l'air de rien, on n'arrive pas à démontrer ce qui nous paraît pourtant extrêmement intuitif, c'est-à-dire que les nombres premiers engendrent tout et de façon unique. Et ça n'est absolument pas intuitif, on peut donner des contre-exemples dans d'autres modèles, on peut donner des contre-exemples où on essaye de construire les mêmes notions, puis on se heurte à un mur. Il y a des décompositions non uniques en produits de nombres premiers, mais pas en produits d'idéaux premiers, c'est pour ça qu'on a inventé ces notions d'idéaux. Et vraiment, ça, la plupart du temps, les enseignants disent, vous prenez ça comme acquis, point final, mais non, c'est extrêmement difficile à démontrer si on passe pas par là. Alors, la preuve, tout entier positif non nul est produit de nombres premiers uniques à l'ordre près. Alors il y a deux choses à démontrer, l'existence et l'unicité. Alors commençons par l'existence. L'existence, on procède par récurrence sur le nombre lui-même. Donc pour n, par récurrence, je devrais dire par adduction. Pour n égale 1, n c'est un produit vide. On sait écrire 1 comme produit de nombre premier, c'est le produit d'aucun nombre premier. Un produit vide c'est 1. L'élément neutre, c'est toujours le produit vide.
Maintenant, supposons que le résultat, donc, si ça vous chagrine, vous pouvez partir de 2. 2 est un nombre premier, c'est réglé. Donc supposons que le résultat est vrai pour n, et on va montrer qu'il est vrai pour n plus 1. Alors si n plus 1 est un nombre premier, il n'y a rien à démontrer. N plus 1 s'écrit comme produit de lui-même une seule fois. Donc maintenant, si ce n'est pas un nombre premier, comme il est plus grand ou égal à 2, n plus 1, alors il existe un diviseur entre 1 et n plus 1, un diviseur qui n'est ni 1 ni lui-même, puisqu'il n'est pas premier, il y en a un diviseur, et ce diviseur, il va diviser ce nombre par 2, donc le rendre strictement plus petit, disons, que lui-même. N plus 1 divisé par le diviseur va être strictement plus petit que n plus 1, et ça, ça veut dire qu'il sera plus petit ou égal à n. C'est un entier quand même. Et donc par l'hypothèse de récurrence, on a que n va s'écrire comme produit de nombre premier, enfin que n plus 1 sur d va s'écrire comme produit de nombre premier, et donc n plus 1 aussi. Maintenant, l'unicité, et c'est vraiment pour l'unicité donc on a besoin de ça, parce que la plupart du temps dans les exemples, l'existence, si on prend un élément irréductible, c'est-à-dire un nombre qui a satisfait, disons, cette propriété-là, ce genre de propriété-là, il y a toujours une écriture en produit d'éléments irréductibles, mais elle n'est pas unique. Alors ce qui ne marche pas en général, c'est l'unicité. Alors pour les entiers, ça marche. Alors considérons deux décompositions, on prend deux écritures de n comme produit de nombre premier. On pourrait mettre un ordre si on veut, c'est pas très important. Alors par le lemme d'Euclide, tout premier doit diviser 1 moins au moins 1. Tous les pays doivent diviser au moins 1 des QI. Ça c'est le lemme d'Euclide qui le veut. Pour finir, un nombre premier, si P1 va diviser 1 de cette liste-là, et en appliquant le lemme d'Euclide autant de fois qu'il est nécessaire, PI doit diviser QJ. Et réciproquement, un QJ doit diviser PI. Alors ça veut dire qu'on a la même liste des nombres premiers ici. C'est les mêmes listes, pas nécessairement les mêmes puissances pour le moment, mais ce sont les mêmes listes de premiers. Tout premier qui apparaît là doit diviser un des nombres premiers qui apparaît là, donc doit être égal à un de ces nombres premiers-là. Et réciproquement, tout nombre premier qui apparaît là doit être égal à un de ces nombres premiers ici. Donc les deux listes de nombres premiers sont égales. Alors on va les mettre dans l'ordre. Par le lemme d'Euclide, maintenant on sait même que k égale L, donc on aurait pu mettre les mêmes indices, mais c'est pas grave. Donc par le lemme d'Euclide, si PI est égal à QJ, donc si deux nombres premiers sont égaux ici, il faut nécessairement que MI, donc la puissance de P, soit plus petite ou égale à la puissance de NJ correspondante, ici de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'en appliquant le lemme d'Euclide autant de fois qu'il faut, le nombre premier P doit diviser autant de fois Q puissance N que nécessaire. Et en faisant le raisonnement dans le sens contraire, on trouve que les puissances doivent être égales. La puissance de P qui apparaît là doit être plus petite ou égale à sa même puissance qui apparaît ici, mais en renversant le rôle, on trouve que la puissance qui apparaît ici doit être plus petite ou égale à celle qui apparaît là. Parce que si ce n'est pas le cas, si les puissances sont différentes, on se retrouve avec un nombre premier d'un seul côté et pas de l'autre, ce qui contredit ce qu'on vient de faire en fait. Voilà, donc on a la décomposition de tout nombre comme produit de nombre premier unique, à l'ordre près. Alors par exemple, ce nombre-là, 4 280 640, ça en fait 2 puissance 6 fois 3 fois 5 fois 7 puissance 3 fois 13. Donc c'est cette écriture-là, et il n'y en a pas d'autres. On peut écrire dans d'autres ordres, mais c'est vraiment la seule façon de l'écrire. Un corollaire de ça, et en fait on l'a pas avant d'avoir cette écriture en produit de nombres premiers, il existe une infinité de nombres premiers. Il faut savoir en fait le corollaire présent pour celui-ci. Alors on connaît tous la démonstration extrêmement facile, il y a plusieurs variantes. D'abord 2 est un nombre premier, ça c'est une première chose qu'il faut indiquer. Il en existe au moins un. Et maintenant, on va supposer que les nombres finis que les nombres premiers forment un ensemble fini, c'est une démonstration par l'absurde. On fait le produit de tous ces nombres premiers en ajoutant 1. En ajoutant 1 à un nombre, on rend ça, on obtient un nombre qui est premier avec le précédent, donc n plus 1 et n sont premiers entre eux.
Ça c'est Bézout qui nous le dit en fait. Donc, comme n plus 1 et n sont premiers entre eux, n plus 1 ne peut être divisible par aucun des diviseurs premiers dont on a fait la liste ici. Donc il y a un diviseur premier, il doit en avoir un de diviseur premier, sinon il est premier lui-même. Donc il doit y avoir un nombre premier qui n'est pas dans cette liste finie. Donc on a dit que c'était toute la liste, on est en contradiction, ok, c'est réglé. Alors, continuons avec le plus petit commun multiple. On a vu donc tout ce qu'on sait en fait sur les nombres entiers, le PJCD, les Bézout, inversible modulo B si et seulement s'ils sont premiers entre eux, les unicités de décomposition en produit de nombres premiers, etc. Il y a une infinité de nombres premiers. Donc on a vu tout ça, et maintenant on aimerait parler, au lieu du PGCD, du PPCM, donc le plus petit commun multiple. Et donc c'est une notion que l'on connaît bien, il n'y a pas de problème, mais il faudrait pouvoir en parler correctement. Alors pour parler correctement du PPCM, on va parler d'idéal. On a déjà vu les idéaux il y a quelques instants, sans passer, c'est l'ensemble des multiples de quelque chose, pour Z. Alors un idéal, c'est un sous-ensemble de Z qui est non vide, qui est stable par addition et absorbant par multiplication. Alors typiquement un ensemble de produits de nombres. Prenons 0. Un 0, c'est un idéal, c'est l'idéal trivial. Il est stable par addition, puis si on multiplie n'importe quoi par 0, on trouve 0. Okay. Et il est non vide. Z lui-même, c'est un idéal. L'ensemble des multiples de 3, c'est un idéal, en fait. La somme de deux multiples de 3, c'est un multiple de 3. Puis 3, un multiple de 3 fois quelque chose, c'est un multiple de 3. Même chose pour 34, même chose pour ce qu'on veut. Et là où ça devient intéressant, c'est que 6z plus 8z, donc tout ce qui s'écrit en fait comme un multiple de 6 plus un multiple de 8, eh bien, c'est un idéal. La somme de un multiple de 6 et d'un multiple de 8, ça va rester un multiple de 6 et un multiple de 8, si on additionne deux éléments comme ça. Et quand on fait le produit, alors vous pouvez distribuer si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais on s'aperçoit qu'en effet, le produit de deux éléments comme ça, c'est encore un élément de l'idéal. Et en fait, on sait, avec le PGCD, avec Bézout, on sait ce que c'est. Toutes les combinaisons linéaires de 6 et de 8, c'est tous les multiples du PGCD de 6 et de 8. Donc c'est 2 fois Z. Même chose encore, il y a un autre idéal, plus simple encore à voir. Ça, donc 6Z intersecté avec 8Z, donc tout ce qui est à la fois un multiple de 6 et de 8 est un idéal. Et il faut pas être, je veux dire, il faut pas, c'est pas très difficile de deviner que c'est 24Z. En fait, c'est le PPCM. Donc, un théorème dans Z, tous les idéaux, c'est des ensembles de multiples. C'est pas vrai partout, c'est pas vrai dans tous les anneaux, c'est pas vrai dans les généralisations, mais dans Z, c'est un anneau principal, et tout idéal est principal, c'est-à-dire tout idéal est un ensemble de multiples. Alors, la preuve est extrêmement facile. Il suffit de vérifier que l'ensemble des multiples d'un... Alors, l'ensemble des multiples d'un entier, c'est un idéal, ça c'est extrêmement simple, il n'y a rien à faire. On l'a fait par oral tout à l'heure, si on veut. Maintenant, la partie difficile, c'est donc le contraire, c'est de montrer que tout idéal, c'est un ensemble de multiples. Alors, on prend un idéal, donc si c'est l'idéal nul, c'est un ensemble de multiples, donc on va pouvoir supposer que ce n'est pas l'idéal nul. Et on va faire un truc qui est très souvent utilisé. Ce qui nous sauve ici, c'est qu'on a la division euclidienne. Sans division euclidienne, on ne peut pas faire ce raisonnement. Donc, les anneaux, il n'y a pas de division euclidienne, qui sont très nombreux. Ce sont eux pour lesquels ça ne marche pas. Alors, je vais prendre un élément de l'idéal. Il y a au moins un élément de l'idéal, et on va prendre le plus petit élément strictement positif de cet idéal. Et cet élément, on va l'appeler n. Pour tout autre élément de l'idéal, on peut faire une division euclidienne. X c'est Qn plus R. Ça, c'est pas, la division euclidienne existe. Et ce reste, R, est une combinaison d'un élément de l'idéal et d'un autre élément de l'idéal. Donc c'est une combinaison de deux éléments de l'idéal, c'est un élément de l'idéal. Donc le reste doit être un élément de l'idéal. Mais par définition du reste, de n et du reste, le reste doit être strictement plus petit que n.
or le reste doit être positif, et n, c'est le plus petit élément positif de l'idéal. Donc la seule possibilité, c'est que R doit être nul. Hein. On a R qui est entre 0 et strictement plus petit que n, donc 0 est autorisé, mais pas n. Donc R doit être 0, parce qu'il est plus petit que le plus petit élément strictement positif de I, et R lui-même est positif, donc il est nul. D'où X, puisque le reste est nul, X c'est un multiple de N. Le plus petit commun multiple, hein, on sait ce que c'est, hein, on prend deux entiers, c'est en fait le plus petit multiple de tout des deux, c'est-à-dire d'abord c'est un multiple des deux, donc il est divisible par A et B, et maintenant si un élément est divisible par A et B, alors il est divisible par le plus petit commun multiple de A et de B. Et le plus petit commun multiple, déjà il faudrait se convaincre qu'il existe, mais il existe grâce aux idéaux. On prend l'ensemble des multiples de A et l'ensemble des multiples de Z, on fait leur intersection, ça doit être le plus petit commun multiple de A et de B, fois Z. Et ça, si on réfléchit un instant, on s'aperçoit que c'est exactement la définition du plus petit commun multiple, au signe près. Hein. On prend le positif généralement. Donc on a la bonne définition ici. Et ceci doit être trivialement non... Enfin, ceci, on sait exactement ce que ça va nous donner par le théorème précédent. Ceci est un idéal, et tout idéal est principal, donc il doit être de cette forme. Une propriété encore, si on réfléchit un instant, c'est que le PGCD de A et de B et le PPCM de A et de B, leur produit entre eux, doit être égal à A fois B. Par exemple, si on prend 15 et 12, le PGCD de 15 et 12 c'est 3, donc le plus petit commun multiple de 15 et de 12, c'est 15 fois 12 sur 3, c'est 60. Et en effet, c'est bien le cas. Voilà, donc on a maintenant trouvé, grâce à cette propriété, un moyen de calculer le PGCD et le PPCM, hein, si jamais. On prend le minimum des puissances, enfin on écrit deux nombres comme produit de nombres premiers, A et B comme produit de nombres premiers. Le PGCD c'est le minimum des puissances pour chaque premier, et le PPCM c'est le maximum des puissances. Voilà, donc on revient à notre version usuelle de calcul du PGCD et du PPCM. Mais vraiment, le plus simple pour calculer le PGCD, c'est l'algorithme d'Euclide. Du coup, le PPCM aussi en utilisant ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.